Bonjour à tous, nous voici donc dans la troisième vidéo traitant du sujet sur le monde sous Charles Quint et sous Soliman le Magnifique. Donc je vous rappelle que dans la première partie, nous avons travaillé sur le contexte qui a entraîné le départ des Européens vers de nouvelles découvertes géographiques, puis nous avons travaillé sur l'exemple du voyage de Magellan, et désormais nous allons voir le Grand 3, ce qui conduit à une première mondialisation. Alors, mondialisation, c'est un terme qui veut dire finalement la mise en relation de différentes parties du monde, puisque là on a de nouvelles parties du monde, notamment les Amériques, et des échanges qui se font dans les deux sens, c'est-à-dire des échanges à la fois culturels, économiques, sociaux. Donc nous allons voir comment est-ce que cette découverte de nouveaux mondes a permis cette première mondialisation et le petit A, la conquête du nouveau monde. Alors, en 1494, on décide de couper le monde en deux. Et une partie donc, de ce nouveau monde, une partie appartient aux Portugais et une partie appartient aux Espagnols. Ce qu'on appelle le traité de Tordesillas de 1494. Et donc si vous regardez, c'est ce qui se passe en fait encore aujourd'hui, vous avez les conséquences là-dessus. Vous avez donc une partie de l'Amérique, en fait toute petite de l'Amérique du Sud qui correspond au Brésil qui appartient aux Portugais. Parce qu'en fait les Portugais ont tout le reste du Nouveau Monde, notamment l'Afrique. Et les Espagnols, quant à eux, ont cette partie-là, donc toute la partie Amérique du Nord et Amérique du Sud, plutôt vers l'Ouest, qui leur permet finalement de également s'enrichir. Puisqu'au départ, les Portugais ont l'impression d'avoir fait un bon pari, ils possèdent toute l'Afrique. Sauf que les Espagnols vont se rendre compte lorsqu'ils vont se rendre en Amérique qu'ils vont découvrir des peuples qui sont présents et qui ne sont pas forcément très contents de les voir, mais qu'ils vont surtout récupérer de véritables richesses. Donc l'exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Cortés, qui va partir en 1519 à la conquête ici de l'actuel Mexique et qui va à la rencontre du peuple aztèque. Donc Cortés est un conquistador, donc un conquérant espagnol, qui part en 1519 avec 11 navires, 500 hommes, 16 chevaux et 10 canons, et qui va à la conquête de ce Mexique. On sait déjà qu'il y a la présence d'un empire qui est important et qu'il y a depuis des siècles, et Cortés décide de s'y rendre pour se battre contre, alors au départ, pas pour se battre, au départ pour créer une entente avec la population aztèque, puis rapidement pour faire la guerre. Donc, Cortés est reçu. Il va au départ essayer de négocier avec les Aztèques pour pouvoir récupérer ce territoire. Les Aztèques très rapidement vont refuser cet accord et vont être mis en soumission. Donc il va y avoir une guerre. Ils vont être soumis aux Espagnols. Donc vous avez ici une représentation de Cortés ici en conquistador espagnol avec les chevaux, avec également ses guerriers qui sont derrière, qui reçoit des impôts de la part des Mexicains. Donc des impôts notamment en nature, donc de la nourriture ou des objets en or, puisque les Aztèques possèdent beaucoup d'or et beaucoup d'argent, ce qui va intéresser les Espagnols pour pouvoir enrichir le royaume de Castille. Très rapidement, on va se rendre compte que ces populations vont disparaître. Alors, pourquoi est-ce que Cortés gagne la guerre contre les Aztèques en quasiment 2 ans? En 1521, l'empire aztèque s'effondre, pour plusieurs raisons. Déjà, les Aztèques voient les Espagnols arriver comme des êtres un peu suprêmes, comme des dieux, puisque les Espagnols, sur leurs chevaux, sont plus grands que les Aztèques, et donc ils ont l'impression que ce sont des demi-dieux. Ils ont également une supériorité en armes, puisqu'ils ont des armes que les Aztèques ne connaissent pas et qui vont faire beaucoup de morts dans le camp aztèque. Et surtout, il va y avoir ce qu'on appelle un choc septique, un choc microbien, puisque les Espagnols vont ramener avec eux des maladies, alors pas forcément mortelles pour nous, mais qui vont être mortelles pour les Aztèques, notamment la variole. Alors la variole est mortelle en Europe, mais il y a des gens qui en survivent beaucoup plus facilement. Chaque Aztèque qui va attraper la variole va mourir, parce qu'ils n'ont pas le corps protégé, ils n'ont pas d'anticorps pour pouvoir surmonter ces maladies, même une grippe, ils peuvent mourir d'une grippe. Donc très rapidement, je vous montre donc le Mexique, c'est ce que vous avez en fait autour du peuple aztèque. Donc en 1492, lorsque Christophe Colomb découvre l'Amérique, on a environ 26 millions de personnes qui vivent au Mexique. Un siècle plus tard, nous n'avons plus que 1 million de personnes. C'est la même chose et c'est encore plus impressionnant à Hispaniola, qui est une toute petite île, Haïti-Saint-Domingue. Il y avait 7 à 8 millions d'habitants en 1492, nous n'en trouvons que 125 en 1570. Donc ça, c'est le choc microbien. À cause de ça, vous allez avoir des populations, on va dire primitives, des populations qui sont là au départ en Amérique, qui disparaissent totalement. Donc là, vous avez une représentation du XVIe siècle, donc vous voyez, c'est quand même, on le sait déjà au départ, avec l'épidémie de variole, donc avec ces Aztèques qui vont attraper ces varioles qui sont des petits boutons sur le corps et qui en général en meurent très rapidement. Ce
qui fait qu'on va mettre en place ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Alors, ce que je vous demande là, c'est d'arrêter la vidéo et de refaire. Alors, vous ne me refaites pas l'Amérique, l'Afrique et l'Europe avec les dessins. Vous me faites 4 carrés, enfin 3 carrés, pardon. Vous me faites des traits et vous mettez ce qui est échangé entre eux. Puisqu'effectivement, vu que les populations primitives vont disparaître à cause du choc microbien, on va devoir, pour exploiter ces zones qui maintenant appartiennent aux Espagnols, amener d'autres personnes. Et donc, on va commencer à mettre en place cette première mondialisation, ce premier commerce triangulaire. Donc, pour vous expliquer, d'Europe, on envoie du tissu, des armes et de l'alcool en Afrique. En Afrique, en échange des tissus, des armes et de l'alcool, on va acheter des esclaves qu'on va emmener en Amérique pour remplacer justement les populations qui ont disparu. Et d'Amérique, on va amener en Europe du sucre, du tabac et du café. Voilà ce que c'est la première mondialisation. On échange des produits entre nous. Ce n'est pas seulement un endroit qui en envoie d'un autre. Toutes les parties du monde s'échangent des choses qu'elles ne possèdent pas. L'Europe n'envoie pas d'esclaves en Amérique puisqu'elle n'en possède pas d'esclaves. Par contre, on va récupérer des esclaves d'Afrique qu'on va envoyer en Amérique. Et vous verrez ça l'année prochaine en 4e. Vous travaillerez sur l'esclavage et sur comment s'est passé le commerce triangulaire et comment s'est passée cette traite des esclaves entre le 16e et le 18e siècle. Donc ça, je vous demande de le refaire. Ce qu'on appelle le commerce triangulaire, c'est la première mondialisation. C'est les échanges de marchandises ou d'humains, parce que là, il y a aussi des humains, entre les différentes parties du monde, dans les deux sens. Et donc, vous avez votre première trace écrite, les conquêtes du Nouveau Monde. Donc, les Portugais et les Espagnols se partagent le Nouveau Monde. Les Portugais s'emparent du Brésil et fondent des comptoirs. Donc, ce sont des ports établis dans un pays par un autre pays pour y faire du commerce. Sur les côtes de l'Asie et de l'Afrique, les conquistadors espagnols, eux, s'emparent du Mexique, qui est l'Empire aztèque, et du Pérou, l'Empire Inca. Les premiers empires coloniaux, donc territoires conquis et dominés par un État étranger, sont dominés par les rois du Portugal et de l'Espagne, Charles Quint. Une fois les terres conquises, les conquérants obligent les populations à se convertir au christianisme et les soumettent au travail forcé. Les colonies sont exploitées au profit des Européens. Décimés par les mauvais traitements et les maladies, les Indiens sont remplacés par des esclaves d'Afrique noire. C'est la première mondialisation. Donc parce qu'effectivement, on va essayer de développer le christianisme pour l'étendre aussi dans le monde entier, parce que les Européens considèrent que le christianisme est la bonne religion. Et le petit b et la dernière sous-partie, vers 1550, l'Europe s'impose. Puisqu'en effet, grâce à ce commerce triangulaire, donc vous voyez, je vous ai remis ici la carte avec l'hémisphère espagnol et l'hémisphère portugais. Vous allez avoir des ports qui vont se développer et qui vont devenir des véritables ports de commerce. Et c'est le cas du port de Séville, donc qui est en Espagne aujourd'hui, donc qui était dans le royaume de Castille et le royaume d'Aragon, et qui va s'enrichir, puisqu'en fait, à Séville, on ramène tout ce que l'on trouve de l'ancien empire aztèque et de l'Amérique. Donc on ramène de l'argent, on ramène du sucre, on ramène d'autres objets qu'on ne connaît pas. Et donc ces ports vont se développer énormément et vont s'enrichir grâce à ce commerce entre donc la métropole, donc là où se trouve le pays d'origine entre guillemets, et la colonie, là le pays sur lequel le pays s'est installé, la métropole s'est installée et ce qu'elle domine. Donc si vous regardez Séville, vous allez avoir donc en 1503 environ 50 000 habitants, on passe en 1581, donc 80 ans après, au triple, à 150 000 habitants. Puisqu'en effet, les gens vont venir vivre à Séville parce qu'il y a du travail. Donc vous trouvez des marins, mais vous trouvez des commerçants, vous trouvez des banquiers, vous trouvez tous les métiers qui sont autour du port et qui servent à alimenter ou à faire fonctionner le port. Vous voyez qu'on a de plus en plus également de trajets entre l'Amérique et Séville. Donc on est à 50 en 1500, on passe à 187 en 1580-1600, et le transit en or et en argent est énorme. On part de 14 000 kilos à 31 000 kilos, on passe de 0 kg d'argent, puisqu'on n'en avait pas en Europe, à 4 millions de kilos d'argent. Donc Séville va se développer et va s'enrichir, et vous avez beaucoup de ports comme ça qui vont s'enrichir grâce au commerce fait avec les colonies. Donc c'est votre petit b. Les empires coloniaux stimulent le commerce et permettent à l'Espagne et au Portugal de s'enrichir. Les ressources exploitées, or, argent, épices, affluent vers l'Europe par les ports de Lisbonne et de Séville. Les Européens découvrent de nouvelles plantes, la pomme de terre, le maïs, la tomate, le cacao. Donc vous verrez l'année prochaine qu'on a des nouvelles consommations, puisque par exemple les bourgeois vont apprécier consommer du cacao, puisque c'est un produit qui est rare, qui coûte cher, et c'est un moyen de montrer, en consommant du chocolat chaud notamment, c'est l'invention du chocolat chaud, que l'on a de l'argent. Donc l'Europe s'affirme par rapport aux autres continents, tandis que l'espace méditerranéen connaît un relatif déclin. Donc finalement, vous allez avoir une Europe qui va s'affirmer, mais l'espace méditerranéen que vous avez vu l'année dernière, ou qu'on a vu en début d'année avec le Moyen-Âge, comme un espace où il y a beaucoup d'échanges, finalement on n'en fait quasiment plus. Tout ce qui vient maintenant
d'ailleurs, vient des colonies où c'est de la production qui est faite directement en Europe. Voilà. Donc j'ai terminé le cours sur les grandes découvertes, sur ce monde sous Charles Quint et sous Soliman le Magnifique. Donc j'espère qu'il a été clair pour vous. Vous commencerez la semaine prochaine le travail sur la Renaissance et sur les renouveaux religieux à l'époque moderne. N'hésitez pas à me poser des questions si les choses ne sont pas claires et je vous remercie de m'avoir écouté.